Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Les moustiques vecteurs de maladies ne sont pas que nuisibles pour la santé, ils participent à l'équilibre de l'écosystème. Leur importance pour la biodiversité est démontrée par les scientifiques. Maladie longtemps ignorée, parfois très difficile à vivre, l'endométriose se définit comme une affection où les tissus qui tapissent normalement l'utérus se développent en dehors de ce dernier. De quoi cela retourne, c'est à suivre. La prière participe à la cohésion sociale et le développement. Elle est donc capitale dans la vie d'une nation. Le père Hubert Kedowide nous en dira plus. Savez-vous que les moustiques ne sont pas uniquement des vecteurs de maladies, ils constituent un atout non négligeable dans la biodiversité et à la suivi de l'écosystème. Les moustiques jouent aussi un rôle important dans la chaîne alimentaire. Ils sont indésirables par leur piqûre certes, mais au-delà de ce rôle malveillant, à quoi servent les moustiques? Élément de réponse dans ce reportage de Paulette Raccord à nos Avanants présenté par Amandine Anyamboso. Le moustique n'est certainement pas le meilleur ami de l'homme. Il pique. Ils sont des vecteurs de maladies parfois mortelles, mais pourtant, ils constituent un maillon essentiel, non négligeable dans l'écosystème. Une seule larve de moustique peut filtrer jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Filtrer dont on parle là, c'est que la larve est à la recherche de sa nourriture. Mais ce rôle est un rôle épurateur. Et donc, une eau dans laquelle il y a des larves de moustiques est une eau de bonne qualité écologique. Leur principale nourriture, c'est le nectar et la sève de certaines plantes. Donc, en recherchant le nectar, les moustiques assurent la pollinisation des fleurs. Comme les papillons et les abeilles, les moustiques jouent un rôle de pollinisateur qui permet de faire vivre des milliers d'espèces végétales dans le monde. Les moustiques, quand ils pondent les œufs se transforment en larves. Et ces larves servent de nourriture, interviennent dans les chaînes alimentaires. Une chaîne alimentaire, c'est une suite d'êtres vivants où les uns mangent ceux qui les précèdent avant d'être mangés par ceux qui les suivent. Donc, dans les chaînes alimentaires, les larves des moustiques servent de nourriture pour beaucoup d'animaux. Si les moustiques ne jouaient pas ces rôles, nous aurions plus de difficultés de pollution que nous en avons actuellement. En réalité, sur les 3500 espèces de moustiques qui existent, seule une centaine, dont les femelles, piquent les humains. Leur éradication aura des conséquences désastreuses sur la sécurité alimentaire. Donc si les moustiques disparaissent, ça veut dire que les animaux qui se nourrissent de larves, d'œufs ou d'adultes de moustiques vont manquer de nourriture. Or, ces animaux sont aussi la nourriture d'autres animaux. Donc ce déséquilibre va se faire en cascade jusqu'à ce que tout l'écosystème soit complètement déséquilibré. Les moustiques sont sur Terre bien plus longtemps que les hommes. L'idéal serait de les contrôler et de miser sur la biodiversité. On peut arriver à diminuer la population des moustiques en dessous d'un seuil de nuisibilité et qui va permettre l'équilibre, qui va leur permettre de continuer à jouer leur rôle dans l'écosystème. Sinon, le jour où les moustiques vont disparaître, cela pourrait causer beaucoup de dommages, non seulement pour les autres animaux, mais aussi pour l'homme. Les moustiques ne servent pas qu'à maintenir l'équilibre dans la nature. Ils servent d'aliments à de nombreuses espèces. En tant que vecteurs de certaines maladies infectieuses, ils jouent également un rôle similaire à celui des prédateurs. L'endométriose est une maladie gynécologique qui touche une femme sur 10. Elle est liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Cette maladie touche plusieurs organes et dans certains cas, elle provoque de fortes douleurs, notamment au moment des menstrues et peut conduire à l'infertilité. Plus de détails dans cet élément.
Pour comprendre l'endométriose, il faut d'abord savoir d'où viennent les règles. Chez toutes les femmes, lors d'un cycle menstruel normal, les ovaires produisent de l'œstrogène, une hormone qui déclenche l'épaississement de la paroi interne de l'utérus appelée endomètre pour accueillir un ovule fécondé. Si aucun ovule n'est fécondé, la paroi de l'utérus s'effrite et s'évacue sous forme de sang. Ce sont les menstruations. Chez les femmes qui ont de l'endométriose, sans qu'on ne sache pourquoi, au lieu de sortir par le vagin, une partie de l'endomètre remonte et se développe dans les trompes. Bloqué à l'intérieur du corps, l'endomètre irrite donc toute la zone pelvienne et crée parfois de fortes douleurs. Et ça peut faire mal, très mal. Un cas grave peut même ne pas faire mal du tout. L'endométriose peut provoquer des saignements hémorragiques, même en dehors des règles. Les endroits les plus fréquemment atteints sont les ovaires, l'extérieur de l'utérus, le bassin, le côlon, le péritoine, la vessie, le rectum et les intestins. Les douleurs surviennent alors quand on a ses règles, lors des rapports sexuels, quand on va aux toilettes, mais en vrai, ça peut être n'importe quand. En plus d'être très douloureuse, l'endométriose est mal diagnostiquée. Les patientes doivent souvent attendre de longues années avant que leur maladie ne soit reconnue. Une lenteur qui a deux conséquences. D'abord, cela laisse le temps à la maladie de proliférer et d'accentuer les douleurs. Ensuite, l'endométriose est souvent associée à la stérilité. Le lien n'est pas prouvé scientifiquement, mais les faits sont là. 50% des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants souffrent d'endométriose. Malheureusement, il n'existe à ce jour aucun traitement pour guérir de la maladie. Il est seulement possible de calmer les symptômes. Certains médicaments peuvent apaiser les douleurs, mais parfois des interventions chirurgicales lourdes sont nécessaires pour retirer les lésions. Il est donc important de détecter la maladie au plus tôt et de ne plus se contenter de cette phrase simpliste que livrent les médecins. C'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto. Ce 29 juin, date d'anniversaire d'Antoine de Saint-Exupéry, on célèbre la Journée internationale du Petit Prince. Avec plus de 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde, le Petit Prince est devenu un symbole d'optimisme et d'espoir pour des générations de lecteurs. Cette journée hommage a pour vocation de promouvoir les valeurs du Petit Prince et cette année, l'imagination et la création seront mises à l'honneur à l'occasion d'un grand concours artistique autour du thème « On ne voit bien qu'avec le cœur ». La prière est essentielle pour tout être humain. Tout homme, quelle que soit sa religion, ressent toujours la nécessité de prier quelqu'un qui soit au-dessus et qui le transcende. Ainsi, la prière contribue à la cohésion sociale et au développement. Dans cet extrait qui va suivre, le père Hubert Keloïlé nous explique l'importance de la prière. Lorsqu'on prie pour le peuple, on prie pour que la totalité des enfants d'un pays, d'une nation, puissent être sous la protection divine. Et en même temps, que le Seigneur leur donne la force de demeurer fidèles et d'être à l'écoute de Dieu pour faire toujours la volonté de Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous aider à atteindre ces objectifs. C'est pour cela qu'il faut constamment prier chacun, et en même temps prier pour l'ensemble du peuple constamment pour que ce peuple, totalité, appartienne à Dieu, pour que Dieu soit tout en tous. La prière est une source de développement d'une nation pour la simple raison que vous ne pouvez pas prier pour mentir. Au fond, lorsque je prie pour toutes choses. Je prie avant de dormir, je prie avant de me réveiller, je prie avant de dire à quelqu'un je t'aime, je prie avant de manger, je prie avant de travailler. Si tout le temps je prie et donc je suis en communion avec le Seigneur, je vais éviter tous les péchés. Donc la prière, en quelque sorte, non seulement Dieu nous assiste et nous accompagne dans ce que nous faisons et dans ce que nous sommes, mais en même temps, la prière collective
de l'ensemble du peuple et pour le peuple, crée une véritable synergie de force pour que ensemble on puisse bâtir la nation. Ça nous donne l'amour de la nation. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale présentée par Ulvaeus Balogun. Du 28 au 30 juin se tient à Cotonou la 25e conférence régionale africaine d'Interpol. Cette rencontre vise non seulement à mettre en évidence les problèmes de criminalité spécifiques et concrets dépassant les frontières nationales qui se posent dans la région, mais aussi à élaborer et adopter un plan d'action régional ou encore proposer des solutions sur mesure aux défis criminels. Pour rappel, cette 25e conférence régionale africaine d'Interpol s'ouvre dans un contexte où l'Afrique est confrontée à de nombreux défis sécuritaires qui ont pour nom trafic de drogue, immigration clandestine, cybercriminalité, blanchiment de capitaux, traite d'êtres humains, trafic de migrants, trafic d'armes et le terrorisme, ce qui appelle à une coopération régionale et internationale renforcée. Le ministère de l'Économie et des Finances a organisé mardi 28 juin dernier un mini-forum économique de discussion avec des investisseurs britanniques. Dénommé Business Forum UKEF, ce forum a permis de présenter les opportunités d'investissement au Bénin et les grandes ambitions de développement inscrites dans le programme d'action du gouvernement. Séduits par le climat favorable de l'investissement au Bénin, les partenaires britanniques ont déjà promis investir plus de 1240 milliards de francs CFA au Bénin, notamment dans les domaines de l'eau, des infrastructures routières et de l'éducation. Les banques sont invitées à augmenter le crédit accordé aux petites et moyennes entreprises et industries au Bénin. Cette invite a été faite lors de la deuxième session ordinaire de l'année 2022 du Conseil national du crédit du Bénin. Dans leur communiqué final, le dit conseil exhorte les établissements de crédit à fournir plus d'efforts pour l'amélioration de la qualité de leur portefeuille, la réduction des taux débiteurs et l'augmentation subséquente du financement des PME et des PMI. Le Conseil suggère également au système financier décentralisé d'œuvrer pour l'amélioration de la qualité des crédits accordés. Au Maroc, les travaux de construction du Centre national de l'Agagné viennent d'être lancés. Selon l'autorité en charge de l'agriculture, la construction de ce centre va permettre de structurer la filière et de promouvoir la culture de l'Agagné. Il sera également chargé d'appuyer la recherche scientifique sur l'Agagné et contribuer à la valorisation du patrimoine naturel et culturel de l'Aganerais. Le Maroc est le premier fournisseur mondial de l'huile d'argan. La filière emploie plus de 25 000 personnes. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.